Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 juillet 2024, une autre belle journée d'été, un peu humide naturellement, comme ça arrive souvent à Montréal durant l'été. Et tout est beau. On dirait que encore quelques jours et puis ça commence les vacances de la construction. Les deux, habituellement, c'est vers les deux fins de semaine, les 2 semaines, pardon, les 2 dernières semaines du mois de juillet. Et donc, finalement, les chantiers arrêtent, tout arrête. En quelque sorte, c'est vraiment le plein des vacances. Après, quand on arrive au mois d'août, ben, on sait que le début du mois d'août est encore un esprit de vacances, mais quand on arrive à la fin du mois d'août, ben, c'est fini, là. Grandement, tout le monde est revenu à son travail. C'est la fête du travail et tout ça. La fameuse fête du travail, pourquoi elle s'appelle fête du travail? Ben, c'est simplement parce que c'est une fête britannique, et puis qui date, je pense, de l'époque victorienne, donc du 19e siècle. Et puis, l'idée, c'est que ce jour-là, le jour du travail, le Labor Day, c'est une journée dans laquelle, au lieu de travailler, on dédie finalement notre journée à la prière et à l'élévation spirituelle de soi-même. C'est pas tout à fait ça qu'on fait actuellement. Et naturellement, on s'en va en vacances surtout pour ces journées-là. Mais ça, c'était l'histoire de la fête du travail. Finalement, le, quand on a, mettons, les vacances de la construction et on a les vacances tout court de tout le monde ici, aux Américains qui viennent au Canada qui vont aux États-Unis, ou enfin tous ceux qui vont en Europe et puis tout ça, ont tous affaire avec quelque chose qui s'appelle le taux de change. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le taux de change. Naturellement, du point de vue économique, et du point de vue donc de l'économie et puis des institutions et des compagnies, on ne peut pas parler seulement de taux de change nominal, mais on parle aussi d'un taux de change dit réel. Donc, c'est ça, justement, le thème d'aujourd'hui, c'est de décortiquer la différence entre les deux. Donc, à la page 2, vous avez donc la définition de qu'est-ce que c'est le taux de change nominal. Ça, c'est très simple. C'est que quand vous allez à un guichet de taux de change, c'est marqué, mettons, 1,35 canadien pour $1 US, par exemple. Ça, c'est le nominal. Il donne ici un exemple. Ici, l'exemple vient avec l'euro. Exemple aussi, le taux de change nominal USD, dollar US, contre l'euro est de 1,20 $. Si cela signifie qu'un $20 américain peut être échangé contre $1, pardon, c'est le contraire. C'est-à-dire, ça donne donc $1 américain peut être échangé contre $1 euro. Au moins pour ce qui est marqué ici, l'euro vaut moins finalement que le dollar US, parce que ça prend $1,20 pour payer $1 américain. Je ne sais pas si l'exemple est actuel vraiment, mais quand même, c'est ça que ça veut dire taux de change nominal, à part le fait qu'il est à jour ou non, ça peu importe. Si on va à la page suivante, on a le taux de change réel cette fois. Le taux de change réel tient en compte le pouvoir d'achat des devises en comparant le prix d'un panier de biens et services dans les deux pays. Donc, il permet de déterminer si une devise est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à une autre en tenant compte de différences de niveau de prix entre les pays. Donc, le taux de change réel, en réalité, vous l'avez pas aussi facilement. C'est le fruit d'un calcul. Il vous dit que le taux de change réel se calcule en divisant le taux de change nominal par l'indice des prix à la consommation du pays étranger. En réalité, la formule est encore plus compliquée que ça. Juste pour vous simplifier, on prend le taux nominal et on le multiplie par le rapport entre l'indice des prix à la consommation d'un pays divisé l'indice des prix à la consommation d'un autre pays, qui sert de référence. Donc, mais quelle est la différence et quelle est l'utilité de la différence entre les deux? Les pages suivantes essayent de nous expliquer tout ça. Donc, mais avant de dire ça, donc, facteur influençant le taux de change. Donc, vous avez l'offre et la demande. L'offre et la demande de devises sur le marché d'échange influencent directement le taux de change. On peut parler du taux de change nominal, tout simplement. Si la demande pour une devise augmente, son prix, taux de change augmentera également. Ça, c'est normal. Le taux d'intérêt, et si le taux d'intérêt influence les prix d'investissement, oui, le taux d'intérêt influence les prix d'investissement et par conséquent les taux de change. Par exemple, entre le Canada et les États-Unis, on peut avoir une différence de taux d'intérêt
tel qui s'explique éventuellement par cette différence entre enfin le taux nominal finalement du taux de change du Canadien versus le US. Le 4 là, des facteurs, des taux d'intérêt plus élevés dans un pays attirent généralement les investisseurs étrangers, ce qui augmente la demande pour la devise nationale et fait grimper son taux de change. Oui, ça dépend quel est quand il dit des taux d'intérêt plus élevés dans un pays attirent généralement les investisseurs étrangers. Oui, mais ça dépend toujours le volume, la quantité, puis quel est l'avantage qu'on peut en avoir et tout ça. Si on va à la page numéro 5, c'est la suivante de la 4 finalement parce qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, vous avez l'inflation. L'inflation affecte le pouvoir d'achat d'une devise et par conséquent son taux de change. Une inflation plus élevée dans un pays peut entraîner une dépréciation de sa devise, car les biens et services deviennent plus chers dans ces pays. Stabilité politique et économique, ça compte énormément. La stabilité politique et économique d'un pays joue un rôle important dans la confiance des investisseurs envers sa devise. Et finalement, un pays avec une économie stable et un gouvernement stable est susceptible d'avoir une devise plus forte. Naturellement, est-ce que le Canada a une devise forte? Oui, c'est une devise forte. Naturellement, nous, on se compare toujours aux États-Unis. On pense qu'on a une devise faible par rapport aux États-Unis. Mais c'est difficile à dire que c'est purement naturel. Dans l'historique, ça donne l'impression qu'avec, dans le temps, finalement, le passé, le Canada n'avait aucun intérêt à avoir avait un dollar US fort, plus fort que finalement le dollar US. C'est-à-dire, moi, je me souviens peut-être un cas ou deux dans l'histoire des derniers 50 ans dans lequel on a eu, par un très bref temps, un dollar canadien achetait plus de dollars US que le contraire aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça fait vraiment l'intérêt du pays éventuellement d'avoir un dollar canadien plus fort finalement que le dollar américain? Pas nécessairement, parce que nous vendons des produits, on les vend aux États-Unis, et puis pas mal de produits faits par le Canada sont vendus aux États-Unis. Et donc, finalement, le taux de change risque en quelque sorte d'être un peu euh, manipulé ou traité de façon telle que finalement on se retrouve à l'avantage pour le Canada plutôt que l'avantage naturellement des autres. Et voilà. Donc, un exemple typique finalement par contre, de ce qui est les implications dans le commerce mondial, finalement de la différence entre taux nominal et taux réel, c'est qu'il y a quelques années ou quelques décennies, à cause de la grande diffusion finalement de McDonald's sur la planète entière, finalement il y a du McDonald's pratiquement dans tous les pays du monde ou presque, finalement l'idée c'était de comparer combien ça coûtait un Big Mac dans les différents pays. Et ça, c'est mis à jour à toutes les années. Si vous regardez dans la source, c'est marqué en bas de la page, enfin du portrait que vous avez des Big Mac, c'est marqué en bas. Vous pouvez aller voir The Economist, et puis dans ça, et vous donne année après année l'évolution du prix du Big Mac d'un pays à l'autre. Ça tient compte du taux de change réel. Parce que naturellement, prenez le cas moi je vois la Suisse. La Suisse, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. C'est un peu foncé, mais quand même. Je pense que le plus cher, c'est la Suisse. La Suisse en dollars US, ça coûte un Big Mac, ça coûte 7 dollars et quelques. Alors qu'aux États-Unis ou au Canada, ça coûte beaucoup moins cher. Mais pourquoi? C'est parce que la valeur de la monnaie suisse est importante par rapport à comment dire, par rapport au dollar US. Et ça veut dire qu'il y a donc tous ces facteurs qui font finalement comment dire, le taux de change réel se retrouve dans cette histoire de Big Mac. Euh, pour ceux qui sont intéressés éventuellement à approfondir le sujet qui devient un peu plus mathématique si on va plus loin là, mais qui aiment les mathématiques aussi, sur Internet, tout simplement aller voir taux de change réel et taux de change nominal, et puis il y a des sites avec toutes les formules et toutes les explications pour faire ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.